Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir à mes collègues et collaborateurs qui sont en ligne. Je vous remercie d'abord toutes et tous de vous être connectés parce que nous allons vivre ensemble ce soir une première, j'allais dire une grande première. Malheureusement, en raison des circonstances que vous connaissez et que vous subissez depuis un an maintenant, il m'a semblé intéressant ainsi qu'à mon équipe de pouvoir rétablir le contact avec les Vendéens, même si nous nous croisons régulièrement dans la ville, sur le marché notamment, ou chez les commerçants, ou tout simplement sur le chemin de l'école, ou dans d'autres circonstances. Les occasions de rencontre, comme vous le savez, sont de moins en moins nombreuses. Et en voyant d'ailleurs la présentation de cette réunion ce soir, ça rend vraiment nostalgique de cette période qui semble pourtant lointaine, déjà lointaine, où on pouvait se retrouver, faire la fête et s'amuser, échanger ensemble. J'espère que cette période sera rapidement révolue et que nous pourrons retrouver ce plaisir des relations humaines et le plaisir aussi de participer ensemble à la vie de la commune et que toutes les occasions associatives, culturelles, sportives seront désormais possibles dans les prochaines semaines. Malheureusement, personne ne sait exactement ce qu'il en est. En tous les cas, donc ce soir, voilà, il nous a semblé au niveau de mon équipe utile de pouvoir nous retrouver et échanger. Vous connaissez ma pratique depuis de longues années d'échanges, de participation locale et de réunions publiques, avec les réunions publiques semestrielles dans chacune des quartiers de la ville, une première série au printemps et puis une deuxième série à l'automne. Et malheureusement, le temps passe. On pouvait espérer pouvoir se retrouver en réunion publique plus rapidement. Et comme cela n'est pas possible, n'est toujours pas possible, nous avons trouvé que ce moyen de substitution pouvait être une bonne occasion d'échanger ensemble. Alors, je vous demanderai évidemment de faire preuve d'indulgence pour une première. Avec le temps, nous essaierons de nous perfectionner sur le dispositif, mais peut-être que déjà dès ce soir, tout va bien fonctionner. Et en tous les cas, tous les moyens ont été mis en œuvre pour que ça puisse fonctionner dans de bonnes conditions. Et je remercie toute l'équipe technique de la mairie, le service communication, le service informatique, et puis mes collègues, principalement les adjoints au maire, qui sont aussi rassemblés, qui font partie de ce panel, et qui pourront à la fois assurer les présentations et répondre à des questions. Donc, ce qui est un peu nouveau dans cette mandature, dans cette nouvelle mandature, puisque les élections municipales maintenant datent du mois de juin 2020, c'est que j'ai eu la chance de pouvoir réunir autour de moi une équipe remarquable. Je suis très fier de cette équipe. Je suis d'abord très fier et très reconnaissant au Vendéen d'avoir été reconduit dans mes fonctions et je les remercie d'avoir fait confiance à cette équipe qui est vraiment une équipe remarquable et vous pourrez vous en rendre compte au fil des minutes qui vont suivre probablement, mais aussi, j'espère, au fil des mois et des années qui nous attendent. Donc, pour continuer cette réunion, je vais donner la parole à Julie Messier, qui est adjointe au maire, chargée de la communication et du jumelage, et qui est une des chevilles ouvrières donc de l'organisation de ce webinaire, et qui va vous expliquer comment tout ça va fonctionner. Voilà, Julie, à vous la parole. Merci, monsieur le maire. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette première réunion publique. Ce soir, c'est moi qui va avoir le plaisir d'animer cette réunion, une réunion qui devrait durer à peu près 1 heure et demie. Bon, entre nous, comme monsieur le maire vous l'a dit, on aurait largement préféré pouvoir vous réunir tous ensemble dans la salle La Palestre, par exemple, mais Covid oblige.
Et voilà, on s'est adapté et on propose ce nouveau format de réunion et on espère que ça vous plaira. Parce que le plus important pour toute l'équipe municipale, vraiment, c'est de pouvoir continuer à vous tenir informés et à échanger avec vous. Et échanger, c'est vraiment ce que nous allons faire ce soir, certes derrière nos écrans, mais on va échanger dans un premier temps sur les actions qui ont été menées par la nouvelle équipe municipale ces 6 derniers mois, et puis aussi faire un petit focus sur les actions à venir, les grands projets pour 2021. Bon, concrètement, comment cela va-t-il fonctionner ? Déjà, on compte sur vous. C'est vous aussi qui allez animer cette réunion, qui allez réagir, pouvoir poser vos questions. Et on sait que ce sera le cas d'ores et déjà, parce que vous avez été déjà nombreux à nous poser des questions via un formulaire qui était en ligne sur le site de la ville. Et pour les retardataires ou ceux qui n'ont pas eu le temps de pouvoir s'y connecter, pas d'inquiétude. Vous avez le droit vraiment à une session de rattrapage et vous pourrez continuer à poser au fil de l'eau toutes vos questions via le petit onglet que vous avez en bas au milieu de votre écran, QR questions-réponses. Donc, vous n'hésitez pas, vous posez vos questions et nous, on s'engage bien entendu à faire notre maximum pour répondre à chacun d'entre vous. Certes, dans le temps qui nous sera imparti, mais comptez sur nous. Dernière précision, cette réunion va être enregistrée et cette vidéo sera ensuite mise en ligne sur le site de la ville et on y intégrera notamment des sous-titres dans un souci d'accessibilité. Je vous propose de commencer dès à présent en vidéo par un petit film qui va retracer les grands événements des 6 derniers mois.
Alors, cette vidéo nous a apporté un premier aperçu des actions qui ont été menées par la ville dans une situation assez inédite. Et maintenant, j'ai plutôt envie de m'adresser à Monsieur le maire. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus ce que vous avez retenu plus particulièrement durant ces 6 derniers mois? Je ne vous étonnerai pas en vous disant que j'imagine c'est une question qu'on pourrait poser à tout le monde et la réponse serait identique pour dire que l'invité surprise a été cette crise sanitaire et qui nous a mobilisés quasiment et qui nous mobilise encore d'ailleurs. Et je crois que c'est l'événement le plus marquant qui restera probablement dans l'histoire pendant longtemps. Et je pense voilà, pouvoir dire aussi que, d'une certaine manière, ce qui m'a marqué dans le cadre de la gestion de cette crise sanitaire au plan local, c'est l'importante mobilisation de nos services municipaux et puis aussi la mobilisation de nombreux Vendéens qui ont fait preuve d'un grand esprit de solidarité, notamment en s'inscrivant dès le lendemain du confinement, de l'annonce du confinement par le gouvernement, s'inscrivant suite à mon appel à la création d'un réseau municipal de solidarité. J'ai été vraiment très impressionné par la réaction immédiate plus d'une centaine de Vendéens qui ont décidé de s'engager. Et probablement qu'en s'engageant, ils ne savaient pas que cette crise allait durer aussi longtemps, puisqu'encore aujourd'hui, ils sont là et ils sont mobilisés. Et même si nous avons fait beaucoup de choses, comme cela a été présenté dans le reportage qu'on vient d'apercevoir, je crois que c'est vraiment autour de cette question de la gestion de la crise sanitaire que je garderai comme vraiment le fait le plus marquant de cette année 2020. Merci beaucoup. Alors, on me dit en régie, j'ai pas d'oreillette, mais la technique est bien faite, qu'il y a déjà quelques questions. Cette séquence, on a généré déjà plusieurs. Donc, je vais proposer de les relayer, si on veut bien me les faire passer. Voilà, il commence déjà à me jouer des tours. C'est un bizutage. Alors, une première question pour Pascal Fertanessian. Alors, de la part de Luc Vuillet. Est-il prévu de changer le carrefour de l'Insurrection pour en faire une zone plus piétonne au lieu du flux de trafic automobile constant? Merci Julie. Bonsoir à tous. Effectivement, la place de l'Insurrection est un emplacement partagé, mais aujourd'hui très utilisé par les voitures. Un premier geste a été de refaire le square de l'Insurrection cette année, avec la mise en place de la fontaine, l'ouverture sur les côtés latéraux pour pouvoir accéder plus aisément aux transports en commun. Et puis, suite au Covid, on en parlera, je crois, un petit peu plus tard, mais suite à la crise sanitaire, on a dû redéployer les pistes cyclables et les introduire sur ce carrefour de manière, je dirais, un peu urgente. Et puis, depuis la rentrée, nous avons lancé, on s'y était engagé, une étude pour repenser les déplacements sur la commune et apaiser l'espace public. C'est ce que nous appelions peut-être un peu trivialement revoir le plan de circulation, mais en fait, on l'a élargi effectivement à l'intégralité de l'espace public avec les parties piétonnes, les parties végétalisées et puis évidemment la voirie avec les vélos et puis les voitures. Donc oui, c'est en cours. Merci beaucoup. Alors, j'ai une autre question qui s'adresse à Xavier Martin. Alors, avez-vous prévu d'augmenter le nombre d'écoles ou la capacité d'accueil des établissements existants pour accueillir tous les nouveaux habitants avec tous les nouveaux bâtiments en construction? Bonsoir à tous. Alors, vous avez effectivement un certain nombre de constructions qui sont achevées ou qui sont en cours. Néanmoins, il faut avoir aucune inquiétude. Tous les enfants vendéens ont une place dans nos écoles maternelles et élémentaires, au collège et au lycée derrière, puisque nous avons plutôt une population
qui est en baisse depuis quelques années, une population jeune. La natalité, avant comme en France, est en baisse depuis 2013. L'année 2020 a confirmé avec 10 naissances de moins pour Vanves. Donc, on est plutôt dans l'espérance de ne pas avoir l'éducation nationale qui nous ferme des classes dans nos écoles. Donc, nous n'avons aucun souci pour accueillir tous les enfants actuellement et dans les années à venir. Et pour le côté sud de Vanves, avec le développement de tout le quartier du Clos-Montholon, où avec l'arrivée du Grand Paris Express, il y a effectivement toute une attention sur ce quartier et la construction d'immeubles. L'école du parc va être rénovée et agrandie dans les prochaines années. C'était un élément phare de notre programme pour pouvoir accueillir potentiellement plus d'élèves. Pour juste vous donner une idée, aujourd'hui, cette école est configurée pour 13 classes en élémentaire et nous avons 11 classes ouvertes en ce moment. Donc, on était persuadés il y a 5 ans qu'on arriverait peut-être à un blocage rapidement, ce qui n'est absolument pas le cas, puisque finalement, nous avons moins d'enfants. J'espère avoir répondu à vos questions. Ah si, sur les collèges, il y avait eu un changement dans la sectorisation pour permettre à Saint-Exupéry d'arriver à sa capacité qui est de 600 comme le collège Michelet. Et c'est en train, au fur et à mesure des années, voilà, de fonctionner. Donc, on détend à Michelet et on augmente progressivement, tranquillement à Saint-Exupéry. Merci. Merci beaucoup. Déjà, un peu au vu des différentes questions que l'on voit arriver au fur et à mesure, on peut constater une chose, c'est que les informations ne vous étaient pas totalement inconnues. Franchement, c'est vrai, la ville s'efforce de vous tenir régulièrement informés des actions menées, des projets, des événements à venir. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai une petite question pour les participants, parce que oui, on va faire une session un peu interactive et là, ça va être à vous de jouer. On va vous mettre un quiz en ligne auquel vous allez devoir répondre et je vais vous demander tout simplement par quels moyens vous informez-vous sur l'actualité de la ville de Vanves aujourd'hui? Via le Vanves Info, que le magazine mensuel de la ville, le site internet, le compte Facebook, Instagram, Twitter, la newsletter de la ville à laquelle vous pouvez vous abonner qui est hebdomadaire, le bouche à oreille ou alors vous ne recevez aucune information de la mairie. Vous pouvez répondre plusieurs réponses si vous le souhaitez. Je vous laisse un petit peu de temps. Je pense qu'on peut afficher les réponses. Principalement, je crois, sans appel, que vous êtes principalement informé par le Vanves Info à 93%. Puis ensuite, beaucoup, après, c'est assez équilibré entre le site de la ville, Facebook, le bouche à oreille, la newsletter, le compte Twitter. Alors, abonnez-vous. Alors, vous voyez, il y a une fenêtre qui est apparue sur votre écran, sondage. Pour la fermer, c'est à vous, participants, de cliquer en haut à droite pour fermer cette fenêtre de quiz. Donc, en tout cas, là, je prends ma casquette d'adjointe à la communication. Je ne peux que vous inviter à consulter régulièrement le site de la ville, puis surtout rejoindre les réseaux sociaux qui restent très, très actifs, surtout dans cette période un peu inédite où la situation va entraîner régulièrement l'application de nouvelles mesures. Donc là, vous voyez bien sur l'écran, vous avez le lien vers les différents comptes et sites internet de la ville. Voilà, on vous y attend nombreux. Pour revenir justement à cette situation un peu inédite, on va faire un petit point d'actualité aussi sur le Covid. On en entend parler tous les jours, mais c'est un sujet qui vous touche directement, tous, dans votre quotidien. Vous avez pu constater que la ville joue et elle continue à jouer un rôle très actif pour accompagner au mieux les Vanvéens dans cette crise sans précédent. Alors, il y a eu la distribution de masques, le lancement d'un réseau municipal de solidarité, la mise en place d'un centre de vaccination. Je ne vais pas là tout vous énumérer. En plus, je risque d'en oublier. Et là, je parle en plus sous contrôle de la maire adjointe, notamment en charge de ce sujet, Sandrine Pour, qui va pouvoir nous en dire un peu plus. Donc, bien sûr, elle a travaillé d'arrache-pied avec ses collègues Stéphanie Gazelle et Fabienne Rouleau, qui sont conseillères municipales. Et donc là, tout simplement, je profite de la présence de Sandrine Bourg pour qu'elle nous donne quelques précisions
Sandrine, s'il te plaît, sur le rôle de la ville et puis surtout peut-être rappeler les modalités de vaccination pour les personnes à risque et celles qui ont plus de 75 ans. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Merci Julie de me donner la parole. Alors en effet, tu as déjà dit beaucoup sur ce qu'on a organisé au début de la crise, puisque dès le démarrage du confinement, Monsieur le maire et toute notre équipe, nous nous sommes mobilisés pour permettre à la population vendéenne déjà de faire face au mieux à la situation, qu'il s'agisse de protection via la distribution de masques, puisque nous avons été parmi les premières villes de GPSO à distribuer des masques lavables en tissu. Ensuite, donc nous avons pu organiser un certain nombre de distributions. Alors, le premier masque a fait débat, mais nous avons eu la fierté, en tout cas, d'en distribuer avant toutes les villes de GPSO et de passer par une PME française qui avait réorienté toute son activité pour permettre de créer ces masques. Ensuite, nous avons fait appel avec les différentes villes de GPSO à la société Chantel qui fait les masques gris que vous voyez souvent et que vous pouvez continuer à porter même maintenant, malgré certaines restrictions que vous pouvez entendre dans les médias qui disent qu'il faut faire attention lorsqu'on porte des masques en tissu. En tout cas, ceux-ci sont de catégorie 1, donc vous pouvez les porter encore sans problème. Ensuite, donc tu l'as dit Julie, nous avons mobilisé dès le lendemain du confinement à l'initiative de Monsieur le maire avec de nombreux collègues dont Pascal Vertanessian, Fabienne Rouleau, Stéphanie Gazelle, un réseau municipal de solidarité qui a permis d'attirer environ 150 bénévoles qu'on remercie grandement au quotidien pour leur action et ainsi de suivre à peu près 650 Vendéens qui faisaient partie du fichier qu'on appelle le fichier canicule, qui sont des personnes répertoriées comme plus fragiles, âgées et souvent isolées. Donc l'idée, c'était de leur passer des appels pour vérifier qu'ils allaient bien et puis d'aller plus loin en les aidant dans leurs courses, dans les achats de médicaments et puis surtout de rompre l'isolement parce que ça a été un sujet notamment pour les personnes âgées. On a aussi distribué des masques aux commerçants, aux professionnels de santé et des masques jetables, donc chirurgicaux, avec l'aide de la région Île-de-France. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Donc là, on est dans des sujets vraiment de plus grande actualité, très récents. Premièrement, on a organisé en janvier 2021 2 campagnes de tests antigéniques en lien avec la région Île-de-France. Donc ça, c'était un projet qui s'est monté en quelques jours. Donc je remercie beaucoup les services qui nous ont aidés sur ce sujet. On n'en parle pas assez, ils travaillent dans l'ombre, mais ils nous aident beaucoup. Et suite à un appel de Valérie Pécresse et de la région Île-de-France, Monsieur le maire a souhaité répondre très vite et organiser 2 campagnes de tests à la salle La Palestre. Donc, on a été retenu, la ville de Vanves a été retenue et on a pu ainsi tester environ 200 Vendéens qui se sont présentés évidemment gratuitement et repérer 4 ou 5 personnes en situation de Covid. Donc, ça leur permettait évidemment d'être tout de suite entourés de professionnels de santé et d'avoir des conseils sur la démarche à adopter quand on est détecté Covid. On a été évidemment appuyé par des infirmières qui pratiquaient les tests et par la Croix-Rouge qui a géré avec nous tout l'accueil des Vendéens, qu'on peut remercier aussi parce qu'ils nous aident beaucoup dans cette période. Ensuite, le sujet dont on parle beaucoup actuellement, c'est la vaccination. Alors, je rappelle peut-être en préambule que la vaccination, c'est une stratégie nationale. Donc, nous, la ville de Vanves, nous dépendons de ce que nous demande le préfet. Donc, on a reçu beaucoup de demandes sur pourquoi il n'y a pas de centre de vaccination à Vanves. Alors, ce n'était pas la volonté première, nous, dès qu'on a entendu parler de possibilité d'ouvrir des centres de vaccination dans les Hauts-de-Seine par le préfet. Monsieur le maire nous a mobilisés pour qu'on puisse réunir un maximum de conditions pour pouvoir ouvrir un centre à Vanves et plus particulièrement à la Palestre. Malheureusement, compte tenu des
des critères qui étaient demandés par le préfet et l'ARS, donc l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, nous ne remplissions pas seuls les critères. Donc, plutôt que de se dire tant pis, on laisse tomber, on a eu l'idée, on est les seules villes du 92 à avoir eu cette idée. On s'est associé à la ville d'Issy-les-Moulineaux. Et en unissant nos forces, nous avons pu soumettre un dossier au préfet qui a été accepté, qui nous a permis d'ouvrir un centre de vaccination à la Halle Guillaume, qui est situé à Issy-les-Moulineaux, mais qui est très facilement accessible au Vent-Véen. Donc aujourd'hui, dans les Hauts-de-Seine, vous n'avez que 12 centres qui sont ouverts. Et des villes comme Malakoff, Bagneux, Montrouge n'ont pas pu ouvrir de centres de vaccination parce que leur candidature n'était pas jugée conforme aux demandes du préfet. Donc, une fois que ce centre a été ouvert, donc le centre, il accueille les plus de 75 ans dans un premier temps et les personnes qui ont des maladies graves et qui ont besoin de se faire vacciner rapidement. Niveau chiffres, on vaccine à peu près 400 personnes par semaine. Donc, c'est une organisation qui est complexe puisque le préfet nous dit le vendredi, le jeudi pour la semaine suivante, combien de doses nous allons disposer. Donc, c'est pour ça que vous avez parfois des difficultés à prendre des rendez-vous parce que les créneaux sont ouverts en fonction du nombre de doses pour la semaine suivante ou pour la semaine d'après. Et malheureusement, par exemple, on a dû parfois fermer des créneaux parce que les doses qui avaient été promises n'ont finalement pas été reçues. Donc, c'est par exemple le cas pour les personnes qui avaient des rendez-vous la semaine du 8 février. En tout cas, l'organisation se passe très bien. Une fois que vous avez votre rendez-vous, donc le rendez-vous se fait via le numéro qui vous a été diffusé sur les sites, les courriers adressés aux personnes concernées, sur Doctolib. Et puis, une fois que vous avez le rendez-vous, vous avez tout de suite 2 rendez-vous pour la première et la deuxième dose. Donc, si jamais vous n'avez pas de deuxième rendez-vous, attention, alertez-vous, ça n'est pas normal. Il faut vraiment avoir les 2 rendez-vous. Et bien, une fois arrivé, vous êtes accueilli, on vérifie que vous avez bien rendez-vous. Vous êtes accueilli par des agents de la ville de Vent ou d'Issy-les-Moulineaux qui ont accepté de venir tenir le centre, qui vérifient que vous êtes toujours bien d'accord pour recevoir le vaccin. Et puis ensuite, vous êtes accueilli par des soignants, médecins ou infirmiers, qui vont vous pratiquer la dose. Ensuite, il y a à peu près 20 à 25 minutes de repos pour être sûr qu'il n'y a pas d'effet de secondaire. Et puis, vous pouvez repartir. J'ai vu qu'il y avait une question d'une personne qui demandait si les personnes des EHPAD, Monsieur Gouillette, les personnes des EHPAD, personnels et résidents ont tous été vaccinés. Donc avant, toutes les personnes, les résidents des EHPAD qui le souhaitaient, parce qu'évidemment ce n'est pas obligatoire, ont bien été vaccinés. Les personnels, ce sont ceux de plus de 50 ans qui ont été vaccinés en priorité. Ensuite, nous avons 4, excuse-moi Sandrine, nous avons 4 EHPAD, donc 300 personnes concernées à peu près. Voilà. Pour les personnes concernées depuis 75 ans avant, c'est 2200 personnes. Et en tout, on a 2200 personnes depuis 75 ans sur le territoire vendéen. Une question sur le 3e vaccin, les étudiants, et après avoir vacciné les personnes depuis 75 ans, quid des personnes entre 65 et 75? Alors ça, malheureusement, nous n'avons pas à ce stade les informations. Nous attendons les informations du ministre, comme vous tous, et du préfet. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que nous nous tenons prêts lorsque le ministre nous en donnera l'autorisation pour ouvrir, je l'espère, un centre à Vanves. Nous, de notre côté, voilà, on a déjà précommandé tout ce qu'il fallait, mais il n'y a que le préfet qui peut décider de cela. Voilà. Merci beaucoup, Sandrine. Alors, je vois qu'il y a une autre question qui, là, s'adresse davantage à Bertrand Voisine, mais qui a un lien quand même avec la situation actuelle. Donc, une question de René Maza. L'impact de la récession économique et financière sur l'État est hélas connu et grave. A-t-on une vision, même partielle, sur le budget de notre ville? Bonsoir à tous. Donc, je vais pas vous dévoiler le budget, il est en pleine construction. Nous avons notre débat d'orientation budgétaire samedi prochain au conseil municipal. Et là, ce sera le lieu pour exposer ce nouveau budget. Mais oui, effectivement, il y a un impact de la situation sur les dépenses, puisque nous avons des frais liés aux conditions sanitaires et aux consignes sanitaires que l'on nous donne. Et nous avons aussi un gros impact
sur les recettes, puisque un certain nombre de taxes comme la taxe de séjour ou les droits de mutation rentrent beaucoup moins, puisque vous savez évidemment les hôtels ne sont pas remplis et donc on a peu de recettes, et les entrées évidemment type de piscine, théâtre et autres qui sont en diminution. Néanmoins, nous avons quand même construit un budget optimiste qui est quasiment une année qui devrait repartir. Tout ça dépendra évidemment des conditions, de l'avancement de la vaccination, comme vous le savez. Mais il faut rester optimiste. Donc, je vous donne rendez-vous samedi pour écouter l'exposé de notre débat d'orientation budgétaire et fin mars pour le vote du budget. Merci. Merci beaucoup. On a une autre question étroitement liée, toujours autour de cette crise sanitaire et de l'économie et notamment du commerce. On a une question donc, de César qui demande: est-ce que le centre de la ville va être de nouveau redynamisé? Le Tout va mieux est fermé, la Société Générale aussi. Christine, si tu peux apporter une réponse. Pardon, je n'avais pas mis mon micro, Julie, merci de me donner la parole. Oui, je disais que je m'attendais vraiment à cette question parce que c'est la question que me posent les Vendéens lorsque je les rencontre dans nos rues. C'est vrai que notre place de la République sans le tout va mieux semble bien triste, mais il faut savoir, comme mes collègues l'ont déjà précisé précédemment, que nous sommes dans une période un peu exceptionnelle et nous traversons une crise difficile, surtout pour nos restaurateurs. Donc, en ce qui concerne le tout va mieux, bien sûr, nous sommes en lien avec le propriétaire pour essayer de trouver des solutions et rouvrir très vite notre tout va mieux. Mais bien évidemment, tout cela dépend de l'évolution de l'épidémie et de la réaction des banquiers qui ne sont pas très enclins actuellement à aider de nouveaux repreneurs potentiels. Donc, nous sommes obligés d'attendre. Concernant la Société Générale, c'est exactement la même chose. Le propriétaire souhaite attendre de voir l'évolution de la pandémie. Je tiens quand même à dire la chose suivante, c'est que nous sommes aujourd'hui dans une situation sans précédent et notre rôle à nous, l'équipe du développement économique, c'est d'être très proche de nos commerçants qui souffrent beaucoup, qui espèrent de vivement pouvoir traverser cette crise sans trop de problèmes. Et notre priorité, c'est de les accompagner, de les aider, de mettre une veille assidue sur tous les accompagnements qui sont actuellement proposés à nos acteurs économiques par la région, le département, le Grand Paris Seine-Ouest avec lequel nous travaillons assidûment pour trouver des solutions financières pour nos commerçants et nos entreprises. Donc, nous sommes très, très proches d'eux. On essaye le plus possible de les accompagner et c'est notre priorité. Bien sûr, nous restons optimistes sur l'ouverture de nouveaux commerces quand même. Il y en a qui sont en cours d'études. Nous avons beaucoup d'espoir sur quelques réouvertures. Voilà, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Tout dépend de l'évolution de cette terrible pandémie qui, malheureusement, ne semble pas vouloir beaucoup bouger. Voilà, j'espère avoir répondu à la question de ce monsieur. Merci beaucoup, Christine. Je redonne la parole à Sandrine qui souhaitait ajouter un point avant de passer au sujet suivant. Merci, Julie. Oui, simplement, j'ai vu une question à laquelle j'ai oublié de répondre, qui
concerne les difficultés de personnes, par exemple à mobilité réduite, pour se rendre au centre de vaccination. Donc, je souhaitais simplement rappeler qu'au moment du rendez-vous par téléphone ou une fois que vous avez eu votre rendez-vous sur Doctolib, vous pouvez appeler la mairie de Vanves et on peut vous mettre à disposition une personne avec une voiture qui peut vous accompagner, vous attendre et vous raccompagner chez vous. Donc, c'est vraiment pour les personnes qui auraient des difficultés à se rendre par elles-mêmes. Mais en tout cas, voilà, nous avons prévu un système. Donc, n'hésitez pas à en bénéficier si vraiment il y a des difficultés. Le but, c'est vraiment de vous faciliter la tâche et de vous permettre de vous y rendre sans difficulté. Voilà. Merci beaucoup. Alors, sans transition, nous allons à présent revenir sur les travaux qui sont réalisés au niveau de la piscine et du centre technique municipal. Vous avez pu apercevoir depuis quelques mois donc, des travaux sur le parking, des nouveaux arbres qui sont plantés. On a Pascal Fertanessian, donc chargé notamment du développement urbain qui est présent. Pascal, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, pardon. Ça rappelle les réunions publiques traditionnelles, puisqu'on dans chaque quartier, on énumère les travaux. Mais la piscine, en fait, ce sont des travaux, je dirais, programmés. C'est un plan pluriannuel d'investissement avec, d'une part, des travaux qui ont déjà été réalisés, donc comme le ravalement. Je pense que vous vous rappelez, c'était l'année dernière, la réfection des bassins, l'étanchéité du bâtiment et des bassins, l'accessibilité des bassins aux personnes en situation de handicap, et puis plus techniquement, la modernisation de sa chaufferie. Après, je dirais qu'en termes de plaisir, de plus ludique, la mise en place du splashpad l'année dernière, et puis est en cours avec un dossier dont je vais vous parler dans quelques minutes, la création d'un second solarium un peu plus discret que celui qui existe actuellement. Et puis surtout, cet été, la réfection totale de la salle omnisport, tout ça pour un montant de quasiment 170 000 € TTC. Alors, qu'est-ce qui reste à faire à l'intérieur de la piscine ? Les vestiaires. Donc, l'étude est en cours. Et puis, la deuxième phase de la salle omnisport, c'est-à-dire les vestiaires et les sanitaires qui sont au sous-sol. Et puis, nous allons le voir. Aujourd'hui, nous travaillons sur le centre technique municipal. Ces locaux qui sont donc sous la piscine accueilleront en avril prochain le nouveau centre technique municipal qui regroupera notamment le service bâtiment, le garage municipal, la partie logistique du service du phare, enfin le stockage des matériels du service des sports. Et dans ce cadre-là, la mise en place de 2 ascenseurs, l'un est en cours vers le sous-sol et le deuxième, donc c'est ce qu'on avait sur le slide précédent, le deuxième permettra d'accéder également au premier étage au-dessus des bassins. À côté de ces travaux qui sont donc à l'intérieur, vous avez pu remarquer cet été le réaménagement et la rénovation du parking de la piscine pour environ 300 000 €. Les 25 places de stationnement ont été réorganisées, 3 places PMR ont été réalisées, 10 emplacements vélo, 10 emplacements trottinettes, 6 emplacements moto, sachant que l'emplacement pour les poussettes sera remis en place dès que le centre technique municipal sera terminé. 4 nouveaux arbres ont été implantés le long de la piscine et le parking sera réglementé et accessible dorénavant de 6 h à 23 h, 7 jours sur 7. Sachant que les résidents pourront bénéficier de 30 minutes gratuites par jour. Voilà pour la piscine. Merci beaucoup, Pascal. Bon, après la piscine, on va marcher quelques secondes pour arriver au Parc Pic et passer à un volet culture et patrimoine de notre ville. Alors, depuis quelques temps, on entend beaucoup parler de la glacière du Parc Pic. Alors, la glacière, les glacières, qu'est-ce que c'est ? Alors, avant de vous en dire davantage, je vais vous proposer un petit quiz pour tester un peu vos connaissances sur le sujet. Alors, à vous de jouer. Combien de glacières y a-t-il dans le Parc Pic ? Alors, 1 glacière, 2 glacières, 3 glacières. Je ne savais pas que des glacières se trouvaient à Vanves. Deuxième question.
Quelle est l'originalité de nos glacières? Une des deux glacières a été transformée en chapelle au XIXe siècle. Les glacières sont utilisées aujourd'hui pour vendre des sorbets au Vendéen. Les glacières ont été démolies, puis reconstruites pendant la Deuxième Guerre mondiale. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Merci. On va afficher les résultats. Les résultats vont bientôt s'afficher. Voilà. Oui. Alors, vous êtes 58% à nous dire qu'il y a 2 glacières dans le parc Pic, 68% ensuite à nous dire qu'une des 2 glacières a été transformée en chapelle au XIXe siècle. Donc, comme ce n'est pas moi qui vais faire tout le travail pendant cette réunion publique, je vais donner la parole à Dominique Brouès, qui est donc la maire adjointe chargée de la culture et du patrimoine historique, qui va nous commenter ses réponses, puis nous en dire un peu plus sur la glacière. Et pardon, n'hésitez pas à refermer la fenêtre sondage sur votre écran. Merci. Allô, c'est bon? Donc, bonjour à tous et à toutes. Alors, je ne voudrais pas refroidir l'atmosphère parce que je vais vous parler de glace, moi. Donc, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une glacière? Une glacière, c'est un endroit frais qui a été creusé dans la terre et où, grâce à des pains de glace, la température reste sensiblement constante, ce qui contribue à préserver certains produits alimentaires sensibles. Ça joue en quelque sorte le rôle de garde-manger, ancêtre de nos réfrigérateurs. Alors, ces glacières ont été construites en grand nombre à partir du XVIIe siècle. Ces édifices répondent à une architecture particulière avec des codes de construction spécifiques. La plupart sont maintenant oubliés ou en ruine, mais restent néanmoins les témoins d'une pratique ancestrale et de la vie quotidienne où plongent nos racines. Deuxième image. Alors, à Vanves, au milieu du XVIIIe siècle, la duchesse de Mortemart, alors propriétaire du domaine devenu aujourd'hui le parc Pic, fait édifier 3 de ces glacières. On dit qu'elle était très friande de sorbets glacés. À la Révolution, en 1792, son domaine fut confisqué et revendu comme bien national. Et en 1820, les docteurs Falleret et Voisin, médecins aliénistes, précurseurs dans leur spécialité, fondent à cet endroit une maison de santé aux méthodes avant-gardistes pour l'époque. Et afin que leurs pensionnaires puissent prier sans sortir de l'établissement, ils transforment une des glacières en chapelle. Enfin, en 1933, la ville de Vanves fait l'acquisition du domaine, car le maire de l'époque, M. Frédéric Pic, souhaite l'aménager en parc à l'anglaise et mettre cet espace vert à la disposition des Vendéens. Voilà. Alors aujourd'hui, le parc Frédéric Pic, il est classé, et ces 2 glacières, dont seulement, et ces glacières, donc qui étaient 3, et dont 2 seulement subsistent, représentent un patrimoine unique dans la région. Bien sûr, elles sont recouvertes de végétation, elles sont fragilisées par des infiltrations d'eau, la pollution et présentent des risques d'effondrement. Mais ces 2 éléments de patrimoine restent quand même les derniers témoins des glacières telles qu'elles étaient conçues au XVIIIe siècle. Alors, malheureusement, depuis 30 ans, les glacières de Vanves ne sont pas accessibles au public et les barrières qui les protègent gâchent un peu la promenade dans le parc. Mais depuis longtemps, le maire de Vanves, M. Goduchot, souhaite les restaurer. La municipalité a déjà étudié les possibilités de rénovation, mais le projet est onéreux et il y avait d'autres priorités dans la commune. Alors, aujourd'hui, à l'occasion du 3e loto du patrimoine, projet mené par Stéphane Bern qui redistribue des fonds pour la restauration du patrimoine historique en France, les 2 glacières de Vanves, qui sont nommées la glacière Sud et la glacière Chapelle, vont bénéficier de 97 000 € de la Fondation du patrimoine pour leur réfection. On est très fiers car c'est le seul projet sélectionné dans les Hauts-de-Seine par le loto du patrimoine pour l'édition 2020. Et cette sélection est une belle aubaine car il y a un aspect symbolique important à cette mission et cela légitime notre projet. Malheureusement, malgré le soutien financier substantiel qui est apporté, le montant restant à la charge de la ville de Vanves reste très important. Des subventions seront donc sollicitées auprès d'institutions comme la DRAC, le Conseil régional et le département des Hauts-de-Seine. Et il est également envisagé de proposer une souscription publique pour permettre aux habitants de participer au projet.
Nous espérons pouvoir entamer des travaux dès 2020, l'objectif premier étant de sécuriser le site pour permettre à terme au public de visiter les glacières et, pourquoi pas, d'y organiser des événements culturels comme des expositions, des ateliers, des conférences. Toutes les idées réalisables, d'ailleurs, sont les bienvenues. Voilà. Et si vous souhaitez des précisions historiques pour le sujet, je vous invite à vous adresser au service des archives de la mairie, qui est très, très fourni, et vous pourrez trouver leurs coordonnées sur le site de la ville. Merci à vous. Merci, voilà. Nick. Alors, on a plusieurs questions. Première question, donc, en parlant des glacières, savez-vous quand va ouvrir la nouvelle concession que la mairie a mise à disposition en 2018 au sein du parc Pic? Pour Monsieur le maire. Merci Julie. Alors, c'est effectivement un dossier qui s'éternise un petit peu. Je voudrais simplement rappeler que l'heureux acteur de ce projet s'appelle Monsieur Sabrazès, qui est un vent V1 et qui a décidé donc de réaliser la Villa Familia sur cet emplacement, donc qui sera une pizzeria plus un commerce de produits italiens. Et donc le bâtiment, qui était un pavillon de gardien à l'origine, était en très très mauvais état. Et donc, ce qui veut dire que pour en faire quelque chose de bien, il fallait des travaux conséquents. Monsieur Sabrazès a décidé d'investir. Et son chantier avançait, je dirais, correctement. Et sauf qu'en 2020, la crise sanitaire est arrivée et ça l'a pas mal bloqué dans son projet. Et en raison de la fermeture des restaurants, notamment, bien effectivement, il prend son temps, les travaux continuent, mais il n'avait pas l'intention d'envisager de l'ouvrir pendant cette période tant qu'il n'y voit pas plus clair, parce qu'ouvrir un établissement de restauration, c'est engager du personnel, c'est beaucoup de frais, et donc je pense qu'il veut s'assurer de la sortie de crise pour pouvoir lancer l'exploitation. Mais il a encore quelques travaux assez conséquents encore à faire. Il y avait eu une interruption pendant quelques mois et là ça a repris, et on peut espérer pour lui comme pour nous tous que son établissement pourra ouvrir dans les mois à venir. Je ne peux pas donner d'échéance, ce ne serait pas sérieux, mais en tous les cas, il est toujours fermement décidé à faire fonctionner son établissement dès que ce sera possible. Merci, pardon. Alors, une autre question, donc à votre destination. Bonne année déjà à tout le monde. Merci Monica. J'ai une question sur la dureté de l'eau. Avant, l'eau dans les robinets est très dure et cela a un impact sur notre santé. Je souhaite savoir si la mairie a prévu de mettre en place un système pour adoucir l'eau. Je peux me permettre de répondre. C'est mon collègue Bernard Roche qui est délégué auprès du syndicat des eaux d'Île-de-France, mais je pense qu'il ne me contredira pas. Moi, je ne suis pas un grand connaisseur de l'eau. Ça ne veut pas dire pour ça que je consomme beaucoup d'autres boissons. Je consomme de l'eau, effectivement, mais sur le plan, je dirais, chimique, je ne suis pas très informé. Je sais, je peux dire que grâce au syndicat des eaux d'Île-de-France, nous avons une eau de qualité. Alors certainement, Monica, si vous le dites, cette eau est dure. Ce que je suggère, c'est que vous me communiquiez vos coordonnées, soit téléphoniques, mail, par message. Et puis, je m'engage à saisir André Santini, qui est le président du syndicat des eaux d'Île-de-France, pour vous apporter une réponse détaillée. En tout état de cause, et encore pour répondre précisément à votre question, je n'ai pas envisagé d'installer des adoucisseurs d'eau dans la commune. Je ne sais pas si c'est possible, mais je crois savoir que ça peut s'acquérir de façon individuelle si vous avez vraiment des soucis par rapport à ça. Voilà, bon, je ne vais pas plus loin dans la discussion. Je préfère récupérer des éléments précis et objectifs pour vous apporter une réponse aussi claire et précise. Merci beaucoup. Claire comme de l'eau de source. Nouvelle question au sujet du patrimoine. Est-ce que la Villa Dupont va être classée?
Question pour Pascal Fertanessian. Merci Julie. La Villa du Pont fait partie de la zone de notre PLU qui s'appelle UE, qui correspond aux ensembles pavillonnaires à caractère patrimonial fort. Donc, elle est déjà, entre guillemets, protégée par notre PLU. Il n'y a d'ailleurs pas eu le moindre projet sur cette parcelle, puisque les évolutions autorisées par le PLU sont très, très limitées. Et j'en profite en même temps pour signaler que la demande de la commune, c'était aussi un de nos éléments forts de projet, le GPSO a engagé ce que j'appellerais un diagnostic patrimonial sur la ville de Vanves en vue d'identifier le patrimoine bâti et paysager qui, en raison de son caractère remarquable, alors avec tous les guillemets que vous voudrez, mériterait une protection au titre du PLU. La mission est en cours depuis début janvier. Elle a été confiée au CAUE 92 et on devrait avoir un retour d'ici la fin du mois de février. Merci beaucoup. Alors, on va passer à un nouveau point autour de la gare du Grand Paris Express. Donc, gare que nous attendons tous avec impatience. Les travaux se poursuivent et avant que Pascal Fertanessian nous fasse un petit point d'étape, je vous propose un nouveau quiz. Le quiz va apparaître sur votre écran. Voilà. Première question, 19 minutes. C'est le temps qu'il faudra aux passagers du Grand Paris Express pour aller de la gare Fort-d'Issy, Vanves-Clamart-Malakoff au Pont de Sèvres, à la gare de la Défense ou à Orly. Deuxième question, combien de voyageurs par jour devraient transiter par la future gare Fort-d'Issy, Vanves-Clamart? 25 000, 35 000, 50 000. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. On peut afficher les résultats. Et puis, je vais donner ensuite la parole à Pascal Fertanessian pour qu'il nous fasse un petit point sur le Grand Paris Express. Les résultats vont arriver. Voilà. Alors, vous êtes 53% à dire qu'il nous faudra 19 minutes pour aller à la gare de la Défense, 37% Orly, 10% au Pont de Sèvres. Et ensuite, combien de voyageurs par jour? Vous êtes 59% à nous dire 35 000, 29% 50 000 et 25 000 voyageurs pour 12% d'entre vous. Alors Pascal, je te laisse donner les bonnes réponses. Oui, comme quoi on a raison souvent de revenir présenter ce projet. Et je ferme mon sondage. Non, c'est bien Orly qu'on pourra rejoindre en si peu de temps. Le Grand Paris Express, c'est environ 2 minutes et demie par station, donc ça va très très vite. Et donc ça va vraiment rapprocher, je dirais, les Vanvéens et en tout cas toutes les communes qui ont la chance d'avoir une gare, des pôles d'emploi et des pôles économiques. Et c'est 50 000 le nombre de voyageurs par jour qui transiteront par cette gare et par le quartier de la gare, donc d'où l'importance qu'on porte au développement de ce quartier. Le Grand Paris Express, je vous rappelle, c'est un réseau de près de 200 km de métro, à la fois automatique, accessible évidemment, et 100% connecté. Sur ce réseau de 200 km, 68 gares. Je vous rappelle, on a souvent plaisir à le dire, que Vanves, au départ, ne faisait pas partie des gares sélectionnées. Elle était même dans les dernières gares attribuées. Et pourtant, on verra à la fin qu'elle sera parmi les premières à sortir de terre parce qu'elle a été commencée plus tôt que les autres parce que des difficultés techniques importantes devaient être contournées avant de pouvoir commencer les autres. Elle est située, je pense que chacun s'en rappellera, à l'intersection des communes d'Issy-les-Moulineaux, de Vanves et de
de Clamart, et on y associe Malakoff puisqu'ils ont, eux, sur leur territoire, les édifices techniques de notre gare. Évidemment, elle se situe en lieu au-dessous de la gare de Clamart pour permettre l'interconnexion avec la ligne N du Transilien. C'est Philippe Gazeau qui a réalisé l'émergence la gare et son émergence. Donc 50 000 voyageurs attendus sur cette station et sur moins d'1 kilomètre de rayon, 32 000 habitants. Et on vous donne encore quelques temps pour rejoindre, par exemple, Bagneux, 5 minutes au lieu de 36. Et donc Orly 19 au lieu des 41 d'aujourd'hui. Île-de-France Mobilité a déjà présenté lors d'une très belle exposition à la Fabrique du métro les futures rames. On est vraiment avec des rames modernes et prêtes pour des vitesses importantes. Alors, où en est-on de cette gare? En 2019, s'est terminé le terrassement de la boîte gare, c'est-à-dire la boîte à chaussures dans laquelle se retrouvera la gare sous la gare du Transilien est terminée depuis depuis l'année 2019 et les différents planchers ont été mis en place depuis la fin 2019, sauf 2 parties, puisque on a 2 tunneliers qui arrivaient à Vanves, puisque un est déjà arrivé, c'est la photo de droite que vous voyez. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Donc Hélène est arrivée, Laurence arrivera de Sèvres à l'automne 2021. Commenceront ensuite la partie génie civil sur l'émergence ouest, c'est-à-dire sur la gare proprement dite sur le territoire de Vanves, et puis les travaux d'aménagement de la gare. En parallèle, la SNCF réaménagera le nouveau bâtiment voyageur qui sera intégré à la future gare du Grand Paris Express dans le courant de l'année 2024. Le couloir d'interconnexion entre les 2 villes et le quai central 2024-2025. Et puis la fameuse passerelle Alice, la passerelle bleue qui nous permet aujourd'hui d'accéder au Transilien, sera démontée à la fin 2025, début 2026, à l'ouverture de la gare. Le slide suivant représente le calendrier. On est, je dirais, au milieu du gué pour le génie civil. Et puis, dès 2022, les travaux d'aménagement et les essais vont pouvoir commencer pour une mise en service, fin d'année 2025. Le dernier point que je voulais aborder avec vous, c'est l'accompagnement des riverains. On est souvent sur place, la Société du Grand Paris également. Il y a un agent de proximité, le numéro a été connu. Bon, là, c'est très calme, donc il y a moins d'appels. Mais pour vous donner un ordre d'idée, il y a eu 26 sollicitations de l'agent de proximité sur l'année 2020, essentiellement pour des nuisances sonores et vibratoires liées aux travaux de terrassement du côté Clamart, et puis pour un certain nombre de cibles d'auscultation pour vérifier que les bâtiments ne se dégradaient pas. Donc aujourd'hui, c'est un chantier qui avance et qu'on nous attendons avec impatience pour pouvoir réaménager le quartier. Merci Julie. Alors suite à ton intervention, une question. Comment envisagez-vous la circulation autour de cette gare qui a un fort point d'engorgement? 50 000 personnes, c'est énorme. C'est énorme. Alors, on est d'abord 4 territoires, 4 villes concernées. 2 territoires, puisque Vallée Sud et Grand Paris Seine-Ouest sont les 2 territoires concernés par les communes de ce territoire, et le département, puisque c'est lui qui agit dans ce cas-là. De nombreuses réunions sont en cours pour mener à bien ces projets, en particulier de réaménagement, je dirais, du quartier, mais également des voiries, des terminaux de transport en commun, puisque la force de ces gares du Grand Paris Express, c'est bien l'intermodalité, c'est la possibilité de pouvoir s'en extraire et pas forcément avec son véhicule personnel. Donc, tout ce qui est voiture en partagé, vélo, trottinette, etc. Tous les projets sont en cours d'analyse par les différentes strates qui interviennent, donc le département, les territoires et les villes.
Merci beaucoup. Écoute, on va passer à un dernier point avant un grand temps d'échange qu'on conserve avec vous, mais on va rester dans le thème des transports. Aujourd'hui, on ne peut que constater que le vélo est devenu un moyen de transport largement plébiscité, et je sais de quoi je parle d'ailleurs. Et il demande aux villes de s'adapter, mais aussi de sécuriser le parcours emprunté par les vélos. Avant de redonner la parole à Pascal Fertanesson pour qu'il nous en dise un peu plus sur les actions menées par la ville pour encourager ce mode de transport notamment, on va faire un petit retour en vidéo. Pascal, à toi la parole. Merci Julie. Quel plaisir de passer du Grand Paris Express au vélo et puis aux mobilités douces au sens large, puisque moi je n'utilise pas de vélo, mais j'utilise des mobilités douces. Oui, la mobilité, l'espace public et la voirie sont deux compétences territoriales, mais auxquelles notre municipalité apporte une attention particulière. Et nous travaillons de concert avec le territoire. Je voudrais remercier d'ailleurs Alexis Gestower, qui est directeur de la mobilité de GPSO, qui est présent ce soir, et Guy Rabier, le directeur territorial Est, pour ici les Moulineaux et Vanves. Je les remercie non seulement d'être présents, mais de travailler efficacement avec nous. Alors, je vais reprendre rapidement effectivement ce que le film vous a démontré, mais en 2020, en marche forcée, puisque à la sortie du premier confinement, il a fallu réagir rapidement. On a opté pour déployer en accéléré tout en adaptant les projets que nous avions déjà programmés de plan vélo, plutôt que de mettre en place des solutions trop rapides et précaires ou provisoires. Donc une forte réactivité, une adaptation de nos projets de mobilité, toujours avec GPSO. Idem, une vraie importance donnée au partage de l'espace public, à son entretien, sa rénovation et son côté apaisé. C'est le sujet dont je parlais tout à l'heure pour la place de l'Insurrection. Donc avec la rénovation et la création de nouvelles pistes cyclables, la mise en place de jalonnements, le passage en ville 30 de quasiment toutes les voies communales, et puis la généralisation du double sens vélo. Au-delà de la mise en œuvre de l'espace public, nous avons, je pense, actionné une véritable intégration des mobilités douces et actives, avec des bourses au vélo, des ateliers de réparation, un atelier de remise en selle, des formations des cyclistes, 3 stations de réparation, et puis la sensibilisation continue du partage de l'espace public. Alors en 2021, on continue à pédaler. 2 nouvelles stations de vélo vont arriver, d'autres ateliers de sensibilisation à l'usage de la voirie pour les écoliers, par exemple, de CM2, cette fois, sous forme de permis cycliste, vont être mis en place. Et puis toujours l'organisation d'événements
autour du vélo avec GPSO, bourse au vélo et atelier de réparation. Alors, 2020, c'était en termes de voirie du vélo, mais pas seulement. Donc, les pistes cyclables et les contresens, on en a parlé, mais GPSO a également consenti par ailleurs d'importants efforts d'aménagement et d'entretien de notre espace public. J'en cite quelques-uns, la rue Marc-Sangnier, l'aménagement du plateau surélevé, rue René Coche, la rénovation de l'éclairage public, docteur Georges Lafosse, la réfection du revêtement de la chaussée, et puis au carrefour avec des rues Marcel Liol et la rue des Frères Chapelle, l'aménagement du plateau surélevé et de l'éclairage public. De la même manière, en 2021, mais cette fois c'est GPSO qui continue, la réfection de la chaussée et des trottoirs de la rue Jean-Baptiste Potin dès le mois de mars prochain pour un coût de 670 000 €. Villa de la Gare avec sa rénovation de l'éclairage et la réfection de la voie pour 280 000 €. La rue Pruvot, réfection de l'assainissement et de la chaussée, 130 000 €. Et la rue Hoche, la réfection de la voirie suite à un problème de canalisation d'eau potable et d'enfouissement de réseau pour 200 000 €. Donc, de beaux projets encore en perspective de voirie. Alors, j'ai une question suite à ton intervention de Alain Gouillette. Au niveau de la poste, la piste cyclable monte sur le trottoir et plusieurs personnes âgées ont été surprises de voir arriver des cyclistes pensant que le trottoir était uniquement piétonnier. Je remercie Alain de me poser cette question-là. Ouais, c'est un souci. Monsieur Rabier doit être caché sous son bureau. C'est un souci. La problématique, en fait, elle est que les élèves de Michelet sont plutôt pas mal en vélo, remontaient la rue Marie-Bessère et jusque-là, elle était en sens unique à partir de l'hôtel de ville, pour faire simple. Néanmoins, les enfants continuaient à la prendre et ça générait pas mal de risques pour eux par les voitures qui étaient en stationnement le long de la rue Marie-Bessère. Donc, il a fallu… de toute façon, ils la prenaient. Elle avait beau être interdite, donc on a préféré la réouvrir. La problématique s'est trouvée arrivée au niveau de la place de l'Insurrection puisque l'insertion sur les voies de véhicules posait problème. La solution actuelle qui est actuellement mise en place est malheureusement pas satisfaisante, mais c'est la moins pire de celle qui nous a été proposée, celles qui ont été réfléchies. Le sujet n'est pas clos, mais malheureusement, à l'heure actuelle, c'est la meilleure solution que nous ayons eu à proposer. Merci beaucoup. À présent, je vous propose de passer au temps d'échange. Il y a eu de nombreuses questions, donc je vais les relayer au mieux auprès des différents élus. Donc, j'ai une question sur la future médiathèque où on me demande s'il y a un ordre d'idée de la date de son ouverture. Donc, Dominique. Oui. Donc, le Covid ne nous a pas aidés non plus dans cette affaire, puisque la nouvelle médiathèque dont vous avez pu voir les prémices en face de la mairie dans la rue Guy Môquet, les travaux vont commencer normalement en juin 2021. Donc, ça devait commencer plus tôt, mais c'était repoussé par le Covid, bien entendu. Donc, l'opération médiathèque se fera en 2 temps. Donc, ces travaux vont commencer en janvier 21. La fin des travaux est prévue pour mi-juillet 22. C'est-à-dire que à cette époque-là, la bibliothèque actuelle va déménager dans la nouvelle médiathèque, dans les locaux de la nouvelle médiathèque. Et en deuxième temps, il y aura des travaux qui seront faits dans l'ancienne bibliothèque et qui pourra à ce moment-là emménager en mi-juillet 2023. Donc, ça s'articulera de cette façon-là. Nous aurons la bibliothèque normale qui va rester avec les romans et la littérature pour enfants. Et la médiathèque sera vraiment un pôle de documentation dans laquelle il y aura des postes informatiques et toute une médiathèque, enfin tout ce qui porte à la documentation pour permettre aux gens de travailler. Et nous aurons aussi des espaces pour faire des événements, des conférences, des choses comme ça. Voilà, donc au niveau date, normalement, la première date est juin 2020, enfin la première date des travaux, c'est juin 2021,
Et la bibliothèque ouvrira donc mi-juillet 2022, ce qui est prévu pour l'instant. Voilà. Merci beaucoup. C'est grand-chose. Merci. Alors, on a une question de Philippe Liébert. Bonjour, quels sont les axes de progrès, développement engagés pour Vanves en 2021 ? Je pense que Uri Israël va pouvoir vous apporter tous les éléments d'information. Si, vous m'entendez ? Parfaitement. Merci bien, merci. Bonsoir à tous. Donc, je vais d'abord vous rappeler que le projet municipal est votre projet. C'est un projet qui a été élaboré sur la base de sondages, de votre créativité, de vos besoins à Vanves. Et donc, avec les élus, avec les services, et je les remercie ici très profondément. Donc, nous avons commencé à analyser, à les prioriser. Je vous rappelle qu'il y avait 120 projets dans le programme du projet municipal, et donc sur cette base et sur la base de l'urgence politique, vous savez qu'il y a le Covid, il y a la situation économique, donc sont ressortis à peu près une quarantaine de projets sur lesquels nous allons nous focaliser cette année. Du moins, nous allons les initier. Et voilà, je peux vous en citer quelques-uns. Par exemple, pour la prévention, nous allons étendre l'action des médiateurs de rue pour prévenir les incivilités. Pour le développement durable, nous allons intégrer une dimension écologique renforcée dans le PLU. Voilà, enfin, encore une fois, nous travaillons tous de concert et nous avançons vraiment ensemble pour mener à bien la réalisation de ces projets. Merci beaucoup, Uri. Alors, nouvelle question, on revient donc sur la question de la concession dans le parc Pic. Du coup, est-ce que les frais assurés par la mairie vont être récupérés par les finances locales? La ville a beaucoup investi sur ce restaurant. La ville n'a pas vraiment beaucoup investi sur ce restaurant. C'est justement ce qui en fait la particularité, puisque nous avons lancé une consultation publique, justement pour éviter que ce soit la ville qui investisse. Donc, M. Sabrazès, lui, investit beaucoup d'argent dans le projet. Nous, notre participation est relativement faible par rapport à l'ampleur du projet. Je ne peux pas donner les montants exacts au jour d'aujourd'hui. Je dirais que concernant la ville de Vanves, nous ne dépassons pas les 100 000 € en participation. C'est une propriété qui appartient à la ville, qui reste propriété donc de la ville, et les travaux sont principalement à la charge du propriétaire, enfin du locataire, qui bénéficiera d'un bail 369, bail commercial. Merci beaucoup, monsieur le maire. Alors, une question pour Pascal Fertanessian. Quelle attention portez-vous aux piétons? Circuler à Vanves devient de plus en plus difficile. Je ne crois pas plus difficile qu'ailleurs. Néanmoins, il y a deux phases. Il y a la phase, je suppose que c'est par rapport au chantier. Alors, je l'ai dit, on a un projet, on a une étude qui vient de se lancer sur la manière d'apaiser les circulations, je l'ai dit, hein, les piétons, les voitures et les circulations actives et douces, pour essayer de redonner une place à l'humain dans cette zone ultra urbanisée qui est la métropole parisienne. Donc là, on travaille, une équipe va travailler sur ce projet pour essayer de redonner effectivement une place à chacun. Après, pendant les chantiers, j'ai vu qu'il y avait une question qui se posait également, de savoir comment on gérait ça. Donc, il y a un service voirie à la ville qui détermine avec les entreprises les cheminements piétons qui doivent respecter un certain nombre de règles. Donc, on adapte notre ville le temps pendant qu'elle se transforme, et on étudie des solutions pour apaiser la vie à Vanves dans l'avenir.
Merci beaucoup. Il est déjà 21h15, donc il reste quelques questions. Je propose qu'on en prenne encore 2 ou 3 avant de conclure cette première réunion publique en ligne. Alors, une première question pour Anne-Caroline Cahen. Est-ce que, Anne-Caroline, tu peux nous faire un retour de la soirée Aqua Crazy en 2021 ? Bonsoir. Donc, sur la soirée Aqua Crazy, elle n'avait pas eu lieu l'année dernière à cause de la Covid. Elle n'a pas encore eu lieu non plus cette année. Et si la personne qui a posé cette question en veut en savoir davantage, je l'invite à, comme l'a fait Monsieur le maire tout à l'heure sur la question sur la dureté de l'eau, à me mettre ses coordonnées dans le question et réponse et je lui donnerai une réponse plus complète dès que j'en saurai plus. Voilà. Merci beaucoup. Sans prix. Alors, nouvelle question. Est-ce que la mise en place d'un revêtement anti-glisse sur la place de la République est prévue ? Parce que c'est moi qui vais répondre. Oui, il y a des études qui sont menées actuellement qui ont été menées par GPSO pour essayer de traiter cette pierre et la rendre moins glissante. On a opté, en tout cas sur proposition de Monsieur le maire, nous avons opté ces dernières années pour mettre, dès que l'hiver devenait trop rude, des revêtements antidérapants sur la place. Mais nous sommes en train de regarder avec GPSO comment traiter ce revêtement, un peu par du microbillage, je dirais, pour la rendre moins glissante. Et puis sur la partie chaussée, où là il y a alors c'est un peu plus compliqué parce qu'autant la place on va pouvoir la traiter en fonctionnement normal, dès qu'on va devoir refaire la chaussée qui est un peu abîmée par le passage répété des bus et des véhicules, là il va falloir qu'on s'adapte puisque ça perturberait la circulation dans la ville. Mais là encore, on a des pierres claires qui permettraient aujourd'hui moins glissantes et qui permettraient de rendre tout ça plus sécure. Merci. Je veux bien rajouter un petit mot sur la place pour compléter ce que vient d'indiquer Pascal. On avait à peu près le même souci au square du 11 novembre pour accéder au métro, car l'architecte paysagiste qui nous avait proposé le matériau qui avait été mis en place donc pour l'accès au tunnel, enfin au passage des reflets, au tunnel du métro, n'avait pas vraiment anticipé le problème du danger sur une chaussée glissante. Et donc avec le nombre de passages importants vers le métro, la pierre a fini par se lustrer un petit peu et devenir glissante, voire dangereuse au moment du gel ou par forte pluie. Donc c'est un peu la mort dans l'âme que j'avais pris la décision de refaire il y a quelques mois le pavage de l'accès au tunnel du métro parce que j'ai horreur de défaire ce qui a été fait, mais compte tenu de la pente, ça me semblait vraiment nécessaire et indispensable. On a essayé de trouver une pierre donc moins glissante, antidérapante, et au jour d'aujourd'hui, ça a l'air de fonctionner. Le cas de la place de la République est un peu différent parce qu'il y a une esthétique. Tout ça avait été étudié, je dirais, avec l'architecte des bâtiments de France, parce qu'on est vraiment vis-à-vis de l'église Saint-Rémy, qui est une église du XIIe siècle, c'est un monument donc historique. Et tout ça n'a pas été fait au hasard. Et le choix de la pierre aussi. Et donc, je me vois mal envisager de faire, par exemple, sur la place de la République, ce qu'on a fait pour l'accès au passage des reflets. Donc, on verra si on peut trouver un traitement de la pierre qui, au moins sur une partie seulement de la place, permettrait de le rendre un peu plus sûr. Mais rien n'est garanti dans ce domaine, donc je ne m'y engagerai pas ce soir. En revanche, sur la partie place de la République, ce que je souhaite, c'est qu'on reprenne vraiment la partie pavée de la rue de la République au niveau de la boulangerie qui est au pied de la rue d'Ardenne jusqu'au Tout va mieux à peu près, parce que le pavage est quand même en assez mauvais état. Le passage des bus dégrade largement cette voirie
et la partie de chaussée qui est face à l'église est vraiment aussi très glissante, dérapante, et il y a eu plusieurs chutes, soit de moto, scooter, de roues, et là c'est véritablement dangereux. Je pense que là il faut qu'on intervienne pour modifier ça avant qu'il y ait vraiment de graves accidents. Donc ça serait plutôt la priorité, traiter la partie de la voie et voir ultérieurement, le temps qu'on réfléchisse, comme disait Pascal Vertanessian, et qu'on étudie d'autres solutions pour traiter la place. Mais la priorité, c'est vraiment la rue de la République. Merci beaucoup. Alors, nouvelle question sur la rue Louis Vicat. Qu'en est-il de la couverture du périphérique le long de cette rue? La mairie de Paris délaisse ce secteur d'entrée dans notre commune qui donne une vision de saleté et de désordre de notre ville, alors qu'avec ses équipements sportifs et des places de parking, elle est un lieu d'accueil très accessible, au visuel jeune et dynamique à investir par les habitants de Vanves. C'est pour moi Pascal? Comme vous voulez. OK. Alors, pour ce qui est de la couverture du périphérique, très honnêtement, je pense que ce n'est pas d'actualité, ou en tous les cas, je n'ai pas vu de dossier récent passer sur ce sujet. C'est une solution fort onéreuse, et je crois que à la fois les finances des collectivités ne le permettent pas aujourd'hui. Par contre, il y a un travail important qui est fait avec les communes concernées, donc Vanves, Paris essentiellement, puisqu'effectivement la rue Louis Vicat a cette particularité, c'est qu'elle n'appartient pas à la ville de Vanves, mais à Paris, et je partage le commentaire de la personne qui a posé la question. Cette rue est mal considérée, ou en tous les cas sous-considérée de Paris. Je peux vous garantir que nous sommes très assidus à rappeler à la ville de Paris que cette rue leur appartient et qu'ils sont censés l'entretenir. Nous passons régulièrement pour repérer les dépôts sauvages. Nous avons fait des adaptations au niveau du passage sous porche pour éviter que les week-ends se transforment en décharges sauvages. Donc ça, on est bien au courant. La solution, elle va pour l'instant venir par, je dirais, un travail qui est fait avec les communes voisines, donc pour réaménager cette voie avec des pistes cyclables à double sens, moins de stationnement du côté vanvéen, puisque la voie est parisienne, mais les immeubles sont vanvéens. Il y a des projets actuellement proposés, en cours de requalification de ces immeubles avec je dirais, une architecture plutôt intérieure du bâtiment, plus propice aux nouveaux modes de travail. Donc, je dirais en 3 parties. La voie va être adoucie. La partie qui a entre la chaussée et les bâtiments, ça c'est également avant, va être végétalisée, et les bâtiments vont être repris. J'en profite pour dire que quand les bâtiments seront repris, on retravaillera sûrement aussi de l'autre côté la rue Auguste-Comte pour la rendre plus praticable. Merci. Bon, l'heure tourne, il y a encore de nombreuses questions, je vais encore en prendre 2. Alors, enfin même 3, je suis généreuse. Donc, il y a 2 questions autour de la sécurité. Que comptez-vous faire sur le plateau pour éviter des incendies comme celui qui s'est passé au 19 rue Auguste-Comte, où un scooter a été brûlé dans le garage alors que nous n'avons cessé d'alerter notre bailleur social des problèmes inhérents à des dégradations et des actes qui se passaient dans ce même garage. Et Kevin, donc c'est une autre question sécurité, j'enchaîne les 2 pour gagner un petit peu de temps. On nous dit qu'il serait nécessaire de faire une déclaration au sujet de l'affaire Youri. Merci. Merci Julie. Bonsoir à tous. On m'entend bien? Bien, très bien. Tout d'abord, sur la première question, effectivement, concernant le plateau, vous dire déjà que, compte tenu des éléments en possession de la mairie, rien ne nous permet de penser qu'il s'agit d'un incendie volontaire pour ce scooter.
aujourd'hui, on en est là. Concernant le rappel des faits, parce que je pense que c'est important, tout le monde n'est pas forcément au courant, vous dire que nous avons été prévenus par une résidente de la 19 rue Auguste Comte la semaine qui a précédé l'incendie de la présence d'individus qui squattaient les lieux, donc les parkings, qui a eu pour conséquence que le bailleur est intervenu et a déménagé divers encombrants le lendemain. Et puis nos agents de police municipale sont intervenus en patrouille l'ensemble des jours qui ont suivi. Et d'ailleurs, lors d'une de ces patrouilles, les personnes ont été évincées du parking. Peut-être rappeler également que sur le plateau, nous ne sommes pas restés inactifs, bien au contraire, ces dernières années, et notamment en termes de tranquillité publique. Rappeler les installations de mobilier qui ont été faites et adaptées, qui ont entraîné une chute drastique des nuisances dues à la circulation et au rassemblement de scooters, alors que ce soit sur la rue Rabelais ou sur la rue Auguste Comte. Je pense que les riverains se sont largement aperçus de ce changement positif. Et dans la même idée de lutte contre les nuisances, nous avons installé en ce mois de janvier 2021 une nouvelle caméra allée des carrières, et le déploiement des caméras se poursuit sur l'ensemble de la ville. Donc voilà un dispositif qui est complété. Quoi qu'il en soit, sur le problème de ce parking, nous réfléchissons à une nouvelle solution, et nous avons notamment demandé aux services municipaux de se rapprocher des bailleurs sociaux du plateau, qui sont relativement nombreux, afin de les réunir et de formuler ensemble des propositions efficaces et sur la durée surtout. Et parmi ces solutions que nous souhaiterions leur soumettre, notamment la possibilité que nos médiateurs puissent accéder au patrimoine des bailleurs sociaux, et donc d'étendre la médiation et la prévention au-delà de l'espace public. Donc ça va être en discussion avec les bailleurs. Voilà. Et puis dans tous les cas, je vous rappelle aussi la nécessité de prévenir les forces de police lorsque vous constatez un incident ou quelque chose d'anormal, que ce soit la police municipale en journée ou la police nationale la nuit. Même s'il n'est pas toujours possible pour les équipes de réagir sur l'instant, tous ces signalements permettent d'agir sur le temps long. Sur la deuxième question, j'aurais peut-être laissé la parole à M. le maire dans un premier temps, et je compléterai. Merci Kevin. Donc il s'agit de l'affaire Youri. J'ai déjà eu l'occasion de m'exprimer puisque BFM m'avait interrogé il y a quelques jours, 3 jours après, ou enfin quelques jours après l'événement. Évidemment, j'aurais préféré que l'on parle de Vanves pour d'autres raisons, et je pense qu'il y a effectivement de meilleures façons de faire rayonner notre commune. Cet événement a fait la une de l'actualité, et on continue encore de la commenter, je pense, en raison de la brutalité de cet événement et de la proportion voilà, assez incroyable de la violence de cette agression. Donc, au jour d'aujourd'hui, je parle avec prudence parce que les éléments en notre possession sont relativement peu nombreux, l'enquête étant encore en cours. On sait que principalement, on a principalement des jeunes mineurs de Vanves qui sont impliqués dans cette affaire et qui sont aujourd'hui, je dirais, pour la plupart entre les mains de la police et de la justice. Donc, probablement que dans les jours à venir, on en saura encore davantage sur le déroulement des faits. Je pense que voilà, qui ont pris une proportion importante dans les médias en raison justement de la brutalité de l'agression. On parle d'une bande, notamment d'une bande de Vanves. Je pense qu'il faut là aussi savoir raison garder, et en tout état de cause, à Vanves, nous n'avons pas de bande organisée au sens d'un groupe de jeunes ou d'individus structurés qui seraient éventuellement connus ou répertoriés comme étant effectivement une bande. Ce sont, je le rappelle, principalement des mineurs, des collégiens, et ce genre de situation arrive malheureusement assez fréquemment dans de nombreuses communes, et sont souvent constitués par des individus qui se sont rassemblés, je dirais, en fonction de circonstances particulières. Cependant, il ne faut pas se voiler la face. Dans notre commune, on a à peu près 30 000 habitants.
Et sur 30 000 habitants, nous n'avons pas que des petits anges et un certain nombre de jeunes en particulier sont bien connus des services de police. Et parmi ce groupe de jeunes, certains, effectivement, sont identifiés comme tels. Donc c'est un sujet grave. Avec l'équipe et avec la préfecture et le commissaire de police, j'ai échangé quotidiennement sur ce sujet. Ce qui est convenu, c'est dans la mesure où les faits ne sont pas encore établis de façon précise, où le déroulement de l'enquête est en cours, on doit laisser agir la police et la justice. Et lorsque nous aurons vraiment des éléments objectifs entre nos mains, je réunirai l'ensemble des parties prenantes. Au niveau de nos services, on abordera certainement le sujet dans le cadre de notre conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance pour essayer de savoir comment on peut encore renforcer notre attention et notre action de prévention envers ces jeunes j'allais dire adolescents, mais presque des enfants encore. Et on a tous là-dessus, je crois, par rapport à ça, une certaine responsabilité, à commencer par les familles, évidemment, mais les services éducatifs, les services de prévention de la mairie pour essayer d'identifier les problèmes et les prendre le plus tôt possible en relation donc avec la communauté éducative en particulier. Donc un sujet difficile, un sujet sensible qui n'est pas le fruit du hasard, effectivement, et qui a tendance à se répandre. Encore aujourd'hui, j'ai entendu des événements dans une autre ville de France très graves et de la même sorte, qui ont été aussi pris en vidéo. Et donc, tout ça est inquiétant et doit nous inviter à prendre vraiment les choses très au sérieux. Et en tous les cas, c'est bien mon intention au niveau de la commune, qui a été un peu stigmatisée ces derniers jours, alors que nous sommes, comme je l'avais rappelé, une ville pas exempte de difficultés, mais plutôt très calme, et d'ailleurs avec des niveaux de sécurité, je dis bien de sécurité, parmi des chiffres de sécurité, parmi les meilleurs dans notre département. Donc tout ça, c'est un phénomène complexe sur lequel il vaut mieux ne pas réagir à chaud, laisser ceux qui sont censés gérer cette question, la gérer plutôt dans le calme et la sérénité, ce que n'encourage pas souvent la presse et les médias qui ont tendance à forcer un peu les choses. Et puis, quand nous aurons ces éléments, je pense que là, il sera bon de se pencher sur la réalité des faits pour essayer voilà, d'en tirer des conséquences et d'adapter aussi notre intervention, notamment en matière de prévention, puisque le rôle qu'on peut avoir au niveau de la communauté éducative, c'est un rôle de prévention. La question de la répression n'appartient pas au maire, elle appartient à la police et à la justice, et il ne faut pas éviter de confondre les rôles, comme on a quelquefois tendance à le faire de façon un petit peu précipitée. Merci beaucoup. Alors, une nouvelle question, qu'en est-il de la réalisation du mur anti-bruit le long des rails entre Vanves et Malakoff? Ce lieu fait partie des points noirs, bruit ferroviaire de l'Île-de-France, et pourtant, la SNCF a décidé de ne pas le réaliser entièrement, notamment les tronçons numéros 5 et 8. Ce projet est essentiel pour le bien-être des Vanvéens. Pascal, je pense que c'est encore à toi. Merci Julie. Clairement, je ne vais pas aller autrement que dans le sens également de cette personne, puisque je crois, M. le maire nous le confirmera, mais ça fait plus de 15 ans que lui-même et ses équipes poussent… 20 ans. 20 ans, pardon. J'avais perdu 5 ans. Donc, ça fait une vingtaine d'années que Bernard Goduchot et ses équipes tentent de mener ce projet. On se faisait une remarque dernièrement, c'est que les seuls qui connaissent le dossier depuis le début, c'est effectivement la municipalité, puisque certains riverains ont changé, la SNCF a changé, les financeurs ont changé. Bref, on est très attaché à ce projet, même si nous ne sommes pas ni les maîtres d'œuvre, ni les maîtres d'ouvrage. J'ai eu encore aujourd'hui, alors j'ai eu les associations de riverains, enfin le regroupement des riverains, puisqu'il y a essentiellement deux
2 points durs hein, sur 2 villas vendéennes à qui j'ai proposé qu'on refasse une réunion. Nous en avions organisé une il y a 3 mois. On a eu assez peu de retours depuis de la part de la SNCF. Donc, j'avais convenu avec les riverains de solliciter la SNCF. C'est ce qui a été fait. Donc, je pense qu'à la sortie des vacances de février, même si on ne rentrera pas du ski, on pourra se réunir pour en discuter. Néanmoins, j'aurais demandé quelques précisions. Donc, le fait de dire que la SNCF a arrêté le projet n'est pas exact, très honnêtement. Il y a effectivement 2 murs, on va pas c'est EB3, EB1, qui posent problème et pour lequel le projet, alors je cite, la SNCF a été suspendu, c'est-à-dire qu'ils sont en train de refaire des diagnostics et des acquisitions de données complémentaires et on nous redonnera, ils se sont engagés à me redonner lors de cette fameuse réunion là, que je suis en train d'essayer de monter, les objectifs calendaires. Pour le reste, c'est quand même en cours. Le mur 6, donc EB2 bis, il reste 4 panneaux à mettre la nuit et ça sera fait avant la fin du mois de février. Le mur EB2, donc lui recommencera qu'à partir du 8 février. Toujours des travaux de nuit jusqu'au mois de mai, sachant qu'on a été impacté aussi par une problématique de remise en état de cathéter, puisque la SNCF hiérarchise pour des problèmes de sécurité des passagers transportés les travaux. Donc, ils peuvent arrêter des projets quand des travaux de maintenance sont nécessaires. Donc ensuite, le mur EB4, lui, courant du mois de mars, le mur EB5, juin 2021, le mur EC1, donc ça reprendra de juin à juillet 2021, et le mur EC3 recommencera à la mi-mars jusqu'en juin. Donc le projet n'est pas arrêté, on est parfaitement en phase avec les riverains sur le fait qu'il faudra trouver une solution pour les 2 murs qui manquent. L'idée, elle n'est pas d'arrêter le projet et les financeurs que sont le département, la MGP, n'accepteraient pas que le projet soit, pas plus que nous, que le projet soit arrêté en l'état. Voilà ce que je peux vous dire ce soir, mais rendez-vous, en tout cas s'il y a des riverains encore ce soir présents avec nous, rendez-vous comme je m'y suis engagé, première quinzaine de mars pour discuter avec la SNCF. Merci beaucoup, Pascal. Allez, on prend encore 3 dernières questions très rapides. Je vais vous demander de répondre à la façon la plus brève possible, si c'est possible. Et là, c'est vraiment mon dernier mot. Hein. Alors, une question d'Adeline Lefranc qui demande à la ville de réfléchir à un projet de parc canin. Qui peut nous répondre ? Ça fait partie des questions qui ont déjà été, dont on a connaissance, qui ont déjà été posées à plusieurs reprises. La difficulté sur une ville de la densité de Vence, c'est de trouver l'espace qui convient. Moi j'attends des propositions si les gens ont des idées, sachant que le parc PIC, ça n'est pas possible parce que c'est un parc classé et que nous n'avons malheureusement pas de parcelles publiques. Il y a quelques parcelles privées qu'on a pu identifier qui pourraient être éventuellement ou de bailleurs qui pourraient peut-être être proposés, mais je ne suis pas sûr que j'ai vraiment des réponses par rapport à ça, car c'est le genre d'espace qu'on veut bien chez les voisins, mais pas chez soi. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué. C'est pas la volonté qui nous manque, c'est simplement géographiquement parlant, quel lieu pourrait s'y prêter. Sachant que, voilà, j'ai dit le parc PIC, ça n'est pas possible puisqu'il est classé et je ne pense pas que la direction de l'environnement et des paysages soit d'accord pour y intégrer un espace canin. Donc, s'il y a des suggestions et des propositions, je suis tout à fait disposé à les entendre et à les étudier. Merci beaucoup. Alors, 2 dernières questions pour Anne-Caroline Cahen. Donc, c'est bien, on termine sur une note un peu sportive. Il est un peu tard, ça va nous mettre un peu de dynamisme. Alors, le parc de l'école Michelet sera-t-il accessible au public? Et ensuite, on nous demande de faire un petit point sur la course connectée.
Alors, concernant le projet des équipements sportifs du lycée Michelet, donc ils sont, comme ça a été annoncé en début de présentation, en cours de réflexion. Les travaux avancent. Normalement, tout sera livré en septembre 2021, donc on l'espère à temps pour le lancement de la prochaine saison. Les équipements sportifs ne seront pas accessibles au Vent V1 en accès libre. En fait, ils seront disponibles pour les associations sportives. Donc, si vous voulez aller jouer au foot, au rugby, lancer le javelot, il faudra s'inscrire aux associations sportives qui auront obtenu des créneaux au lycée Michelet. Voilà ce que je pouvais en dire. Et il y avait un petit point sur la course connectée. Et sur la course connectée, donc comme vous le savez, la course de la Vent-VN n'a pas pu avoir lieu en juin dernier et on en était très attristés. On espère que l'édition juin 2021 aura lieu, mais en attendant, on a voulu innover et proposer une course connectée, donc qui a été lancée samedi dernier et qui va durer jusqu'au 14 février. Il n'est pas trop tard pour vous inscrire, bien au contraire. On organise cet événement à la fois pour l'Avent-VN et ceux qui en sont fans, également dans le cadre de Terre de Jeux 2024, pour lequel la ville a obtenu le label l'année dernière. Ce défi, il s'inscrit complètement dans la dynamique des Jeux Olympiques et cette semaine tout particulièrement, puisque c'est la semaine des Jeux olympiques et paralympiques. Et cette course connectée, on peut la faire en courant, on peut la faire en marchant, on peut la faire quand on est enfant, quand on est adulte, quand on est jeune, quand on est vieux. Voilà. Et elle a aussi vocation à faire une bonne action puisque pour chaque dossard vendu, nous donnerons 1 euro à l'association du Sport et Plus, qui est une association Vent-VN qui vient en aide aux enfants hospitalisés longue durée. Et qui, depuis que nous sommes en crise sanitaire, se sentent bien seuls puisqu'ils ont beaucoup moins de visites qu'avant. Et voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller chercher toutes les informations sur le site de laventVN.fr. Voilà. Merci beaucoup, Anne-Caroline. Je t'en prie. Écoutez, avant de donner la parole à Monsieur le maire, je tiens vraiment au nom de toute l'équipe municipale à vous remercier à tous de votre participation ce soir. On est vraiment ravis que vous ayez répondu présent à ce premier rendez-vous en ligne. On était à un peu plus de 150 participants. On a eu, je crois, un peu plus de 60 questions auxquelles on a quasiment répondu, d'ailleurs, à presque toutes les questions. Et en tout cas, pour les questions auxquelles on n'a pas répondu, ne vous inquiétez pas. En tout cas, on vous a entendu et on les a bien notées. Et surtout, ne vous inquiétez pas, je le redis, mais on va réitérer ce type de réunion pour continuer à vous tenir informés et échanger avec vous. Et d'ailleurs, vous allez voir en ligne, on va vous mettre un petit questionnaire, un petit sondage de satisfaction pour vous proposer de nous donner votre avis sur cette réunion, pour mieux connaître aussi vos besoins et vos attentes. Alors surtout, n'hésitez pas à y répondre. Alors, je vous remercie une nouvelle fois. Et maintenant, je vais laisser la parole à Monsieur le maire pour le mot de la fin. Merci Julie. Je ne vais pas en rajouter beaucoup plus parce qu'effectivement, nous avons déjà dépassé le temps imparti d'un quart d'heure. Je remercie tous les Vent-V1 qui se sont connectés. Donc, on a atteint, je trouve, pour une première, un nombre très satisfaisant. Maintenant, le pic de participation était vers 21h. Donc, ça veut dire qu'il faut se positionner par rapport à l'horaire qui nous paraîtrait le plus adapté. Est-ce que 20h est la bonne heure? Donc, je pense que ça serait bien d'avoir un sondage aussi qui nous permette de proposer peut-être 2-3 horaires, 19h, 19h30 ou 20h. Je pense que 20h, c'est peut-être un petit peu tard, surtout en période de confinement où les gens sont chez eux plus tôt. À mon tour, je remercie toute l'équipe qui s'est prêtée au jeu et toute l'équipe aussi technique pour préparer la réunion. Techniquement, ça a très bien tenu, ça a bien fonctionné. Donc, vraiment, sincère félicitations. Le temps passe vite. J'ai voulu aussi, mesdames, messieurs, que vous puissiez apprécier la qualité de l'équipe qui m'entoure. Contrairement peut-être aux habitudes, j'ai voulu ne pas
pas monopoliser la parole et laisser mes collègues adjoints intervenir le plus possible pour répondre aux questions. Et vous voyez qu'après 6 mois d'exercice de mandat, ils sont déjà très à l'aise. Ils prennent vraiment à bras le corps les responsabilités que je leur ai confiées. Et je suis sûr, comme je l'ai dit au début de la séance, qu'ensemble, nous ferons un très bon travail. Et ce très bon travail, c'est notre passion de servir Vanves et les Vanvéens. Nous le faisons pour vous et nous le faisons pour notre ville parce que nous l'aimons et nous y sommes très attachés. Donc n'hésitez pas, en dehors de ces rencontres que effectivement nous envisageons de multiplier, que nous ferons peut-être, je crois qu'il y avait aussi une question sur le sujet, que nous ferons de manière déconcentrée, c'est-à-dire peut-être des réunions réservées par quartier sur nos 3 quartiers. On verra ça en liaison avec les adjoints chargés des quartiers et les conseils de quartier, mais ça peut être aussi une formule. Vraiment, là, c'était une volonté de tester cette formule, de l'expérimenter. Ça me paraît fonctionner et satisfaisant. Donc, en attendant de pouvoir nous retrouver, nous serrer la main et nous faire des bises, je crois que c'est pas mal quand même de pouvoir fonctionner sous cette forme. Voilà, merci beaucoup Julie. Le rôle de Madame Loyal a été parfaitement bien tenu. Bonsoir à toutes et à tous.